Bonsoir à tous. Ouais. Hey. Nous sommes le lundi 12 mai 2025 dans le bar Les Souffleuses, au 7 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris. C'est toujours important pour nous de commencer l'épisode en mentionnant la date et le lieu, parce que ça nous permet d'être clair sur l'endroit d'où l'on parle, mais aussi de faire de l'épisode une sorte d'archive d'un moment précis de notre époque. Ce soir, en même temps que nous enregistrons cet épisode, une soirée de soutien à Urgence Palestine a lieu à Gennevilliers, car ce collectif est menacé de dissolution par le gouvernement Bayrou et son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Urgence Palestine est un collectif qui lutte pour les droits du peuple palestinien et contre le génocide en cours à Gaza, qui est mené depuis des mois par l'armée du gouvernement israélien. Je parle donc au nom de toute l'équipe du Masque et la Plume dans le cul, en disant que nous nous opposons à la dissolution d'Urgence Palestine et nous vous invitons à signer la pétition de soutien à Urgence Palestine qui est disponible sur leur site et à soutenir le droit du peuple palestinien par tous les moyens qui sont à votre disposition et surtout à vous mobiliser dans la rue et dans les urnes le moment venu pour sanctionner ceux qui avaient le pouvoir d'empêcher les massacres mais qui ont choisi de ne rien faire ou ceux qui se réveillent bien tard pour dénoncer les horreurs perpétrées à Gaza alors que tout a déjà été détruit. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nids de culture, et vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. Merci à tous d'être avec nous ce soir, quelques jours après que l'Esprit divin est venu à notre rencontre le 8 mai 2025. Car oui, le 8 mai 2025 était le jour de l'intronisation de Léon XIV, le premier pape américain de l'histoire que la presse a dépeint assez vite comme woke, parce qu'il est peut-être homophobe, mais il faisait partie des cardinaux les plus progressistes. Eh oui, bravo Léon. Le 8 mai 2025, c'était aussi les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, un jour de commémoration où l'on nommait souvent de rappeler le rôle central des résistants et résistantes communistes dans la victoire contre le nazisme, et où l'amnésie continue toujours à propos des massacres coloniaux perpétrés à partir du 8 mai 1945 en Algérie par l'armée française. Et moi, j'ai décidé de passer mon 8 mai dans la ville d'Orléans. Et ouais, parce que je ne désespère pas qu'un jour notre émission obtienne des subventions du ministère de la Culture. Je souhaite aujourd'hui m'adresser à Rachida Dati, parce que comme son ministère, nous agissons pour, je cite, rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France, et que le Masque et la Plume dans le cul participe aussi à la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses composantes et dans tous les territoires. C'est pourquoi je me suis rendu à Orléans ce 8 mai où se déroule la fête de Jeanne d'Arc, et oui, dite Jeanne la Pucelle, lors duquel parade à cheval une jeune fille catholique déguisée en tenue de Jeanne d'Arc, très clairement achetée à la foire fouille du coin en 1992. D'ailleurs, Charlotte Dornelas, que l'on connaît aujourd'hui comme journaliste sur CNews et Valeurs Actuelles, a eu l'honneur d'incarner Jeanne d'Arc en 2002 et a déclaré « C'est un des plus beaux moments de ma vie ». Voilà. Ça vous donne une petite idée de la DA de la fête. Au milieu de ce cortège de moyenâgeux se côtoyaient des chars de l'armée française, l'évêque d'Orléans, à ses côtés le maire de la ville, hashtag laïcité, et puis l'invité d'honneur, Nelson Montfort. Pourquoi Nelson Montfort ? Je ne sais pas, mais il était là. Alors, depuis que le père de la phrase iconique « Jeanne, au secours !» est décédé, et avant que Jordan Bardella ne s'approprie de nouveau cette pauvre Jeanne, le Masque et la Plume dans le cul a donc choisi d'investir le champ littéraire en s'attaquant au roman national. En effet, nous souhaitons proposer une version non binaire de la figuration de Jeanne d'Arc lors des célébrations de l'année prochaine. Nous aimerions donc les nommer les fêtes de Jean-Anne Lea Pucelot d'Orléans. D'ailleurs, Babouche et moi avons déjà pris rendez-vous avec le nouveau pape Léon XIV afin de lui soumettre notre projet fort.e et inclusif.v.
Nous l'attendons donc pour un déjeuner dans un Léon de Bruxelles. Léon de Bruxelles qui sert tous les ans 3500 tonnes de moules. C'est impressionnant. Alors on espère que ce rendez-vous ainsi que le traditionnel jouet gracieusement offert par l'institution de fruits de mer pourra aboutir à délépéniser la figure de Jeanne d'Arc. Alors souhaitez-nous bonne chance et que la papesse Léon XIV soit avec nous. Notre régisseuse extraordinaire était victime d'une intoxication alimentaire lors du dernier épisode. Mais comme Jeanne d'Arc, seule sur le champ de bataille, elle revient ce soir avec nous. Ous! Merci Ous d'être avec nous ce soir. Et bien sûr, il est temps d'accueillir celle sans qui la France ne serait plus la France. Celle qui n'a pas besoin de se faire passer pour un homme pour les repousser. Babouchka Babouche! Merci, que d'émotion. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser. Avec Marguerite, on a eu une discussion tout à l'heure. J'avais pas forcément réalisé la dimension visuelle de ce podcast. Et je pensais pouvoir mentir aux gens en leur faisant croire que j'étais en drague tout en foutant le moins possible. En fait, non. Ça marche pas. Enfin, à la rigueur, vous, peut-être, vous pouvez garder le secret. Mais les photos, en fait, vu qu'il y en a, prouvent que je mens. Ouais, tu mens. Voilà. Du coup, mais tu reviens de Marseille. Oui, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai une phase dépressive liée à la perte de ma valise. Du coup, j'ai décidé de reprendre le risque de reperdre une valise en allant à Marseille. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais vu que maintenant ça coûte très cher la SNCF, il y a un monorail autogéré cuir à prix libre qui passe de la cave des Souffleuses jusqu'à la Blancarde. Ah. Ouais. Du coup, ça te fait arriver un peu loin à Marseille, mais c'est autogéré, quoi. Ouais. Merci, bravo. Et notre invité de ce soir est une figure incontournable de la poésie contemporaine. Il vient de publier son nouveau livre Fatal.e aux éditions Trou Noir, disponible dans toutes les bonnes librairies. Un poète qui nous fait monter au 7e ciel tout en ouvrant grand les portes de l'enfer. Grâce à sa langue physique, humide et politique, il s'agit bien évidemment de Gorge Bataille. Merci Gorge d'être avec nous ce soir. Merci pour cette invitation qui me réjouit. Bah oui, on est trop contents. Alors on va pas mentir à nos éditeuristes et aux personnes présentes dans le public. Tu es habitué des souffleuses. Comment le cacher ? D'ailleurs, tu as fait le lancement, l'after party du lancement de ton livre aux Souffleuses. Inévitable. Alors j'ai une question parce qu'on s'est quitté aux alentours de 6h du matin et il y avait un after à l'île Saint-Denis. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Très bon after. Pas glauque du tout. Ah, bravo. Ouais, ça peut arriver. Ok, bon, je suis content. Et quand même, la présence d'esprit d'amis très organisés qui, donc, merci Marin, avaient acheté dès le matin des packs de bière à Leclerc pour les avoir fraîches dès qu'on arrivait. Ah, trop bien. Bravo les amis. Bravo, franchement bravo. Je crois aussi que tu as une petite aventure ce week-end autour du rasage de ta tête. Alors je voudrais savoir, est-ce que avoir une tondeuse est l'élément pour être Gwyn ? Alors, c'est du très bon journalisme déjà. Bravo. Merci. J'ai mes sources. Ça, c'est... Ouais, je vois. Oui, c'est indispensable. Sinon, on n'est pas Gwyn. Sinon, on est Gwyn, mais on peut être encore plus Gwyn avec une tondeuse électrique. Mais c'est vrai. quid des bagues ? Quid des bagues, ouais. Ouais. Moi, je les ai toutes perdues, moi. C'est un peu comme toi, ta valise. Ouais. J'ai À du mal à l'after, garder il les s'en choses. Même pas. Même Je pas. ne sais plus où. Ouais. Alors, la fête et la drogue font partie des sujets qui habitent beaucoup tes textes. Oui. Et Une le partie sexe. de tes textes. Et le sexe. Sexe. Notamment, tu parles de la kétamine et des plateaux qu'on passe quand on prend de la kétamine. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette expérience kétaminée ? Alors, la kétamine, c'est une drogue dont je fais beaucoup usage. Voilà. Je pense à ma mère qui va écouter ce podcast. Elle se réjouit de l'écouter. Mais voilà, en même temps, je ne cache rien. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans la kétamine, c'est que donc c'est une drogue que j'ai beaucoup pratiquée, notamment à Marseille. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'à Marseille, on prend des drogues qui nous défont du langage. Je ne sais pas comment dire, mais à part que...
Si à Paris, on est dans des drogues un peu plus, je sais pas, plus des amphètes, plus des trucs qui nous font parler, qui continuent à nous maintenir dans des logorées, je trouve que le G ou la kétamine font qu'on se défait de dialogue en after et que ça nous ouvre des portes. Voilà. Et du coup, j'ai même fait un devoir là-dessus qui s'appelle Déparler, langage et kétamine. Ah. C'était 5 pages sur ce truc un peu anticapitaliste. Ouais. On aime bien ça, non? On aime. Ok. Et alors, j'ai une question. Est-ce que ça aide à écrire de prendre de la drogue? Est-ce que tu as déjà expérimenté l'écriture sous drogue ou est-ce que c'est deux choses différentes? Non, disons que peut-être ça me génère, ça m'ouvre des portes pour écrire, mais je n'utilise pas la drogue pour écrire. Enfin là, ça a pu m'arriver avec Fatal, attention, parce que je pense que j'avais du mal à me sortir de ce texte qui était une espèce de folie totale enfin voilà, disons que ça m'a accompagné à un moment donné, mais c'est pas, enfin j'en fais pas un usage comme ça. Comme Jack Kerouac. Voilà, comme d'autres l'ont William fait. Burroughs. Beat Generation. Ouais, The Beat Generations. La génération beat en français. Bien sûr. Donc dans Fatal, ton dernier livre, tu racontes l'histoire du personnage principal, Fatal, et d'Arthur Rimbaud, qui est d'ailleurs symbolisé par un rat. Une rate, pardon. Donc tu racontes leurs amours, leurs errances, leurs questionnements. Donc on retrouve la langue propre à ta poésie et les images qu'elle crée. Donc ça mélange... Enfin, selon moi, quand je pense à ton écriture, je pense à le goudron, la mouille, la sueur, la canette de bar, la canette de bière, le crachat. Il y a quelque chose de hyper corporel dans ton écriture. Qu'est-ce que tu cherches à créer comme sensation en mettant en avant une langue qui ne cache pas le sale décor, en fait, et la réalité fluide, notamment du sexe? C'est marrant parce que sale décor, ça fait sale décor. Et le sale décor. Ouais. Et pardon. Non, mais oui. Et je sais pas, c'est un truc inhérent. Enfin, j'adore les fluides et la sueur et baiser. Et j'adore tout ce qui va avec. Donc il y a ça et j'aime bien aussi la brutalité de la langue sexuelle. Enfin, je sais pas si c'est la brutalité, mais en tous les cas, quelque chose de direct là-dedans. Ouais. Et par exemple, il y a une phrase que j'adore, qui est une phrase fétiche qu'on adore aussi avec un ami. Et donc, c'est une phrase de Clarice Lispector qui dit « Je ne suis pas une intellectuelle, j'écris avec mon corps ». Et j'aime bien ça. Ok. Et dans ton ouvrage précédent, Fiévreuse plébéienne, tu revendiques notamment une langue que tu appelles la langue bâtarde. Donc tu as écrit un manifeste de la langue bâtarde qui essaye de justement un peu résumer ton projet littéraire. Qu'est-ce que tu entends par là? Une langue bâtarde, c'est une langue sans... je sais pas, peut-être sans daron, sans appartenance, dans le sens où... si il est possible d'en être, mais c'est une langue qui peut mêler en fait de la culture populaire, une langue très sexuelle, une langue très maintenue ou ténue et fragile. Mais c'est vraiment un englobement de tout ça. C'est passé d'un registre à l'autre. Et par exemple, l'écriture sexuelle, c'est un truc que j'utilise comme une sorte de fuel ou d'un truc qui vient vraiment genre tenir en éveil. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment érotique ou sexuel qui vient s'entreposer à, je sais pas, un manifeste peut-être plus politique sur la littérature, à un dialogue de bas étage ou un dialogue hyper dramatique et dépressif. Et après, ça revient tout le temps pour rester prêt à faire la révolution. Est-ce que tu veux nous lire un petit extrait ou pas? De la langue bâtarde. Ouais, oui, car ce qu'on appelle un manifeste, ou comme toi on pourrait le féminiser, peut-être l'appeler un fémifeste. On peut dire les deux, je pense. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est ça qui est génial. Oui, dans certains pays. Faut juste l'autoriser, putain. Monsieur Macron, écoutez-nous. Alors, le manifeste de la langue bâtarde, c'est au centre de Fiévreuse plébéienne, qui est le livre juste avant. Et Fiévreuse plébéienne, c'est la réécriture de Dirty Dancing en Gwyn. Alors, la langue bâtarde est le fruit névrosé de l'accouplement d'une langue littéraire ténue, avec un langage de rue, un argot rural, une langue de trottoir, un dialogue vide de repas de famille. Elle est vulgaire dans le sens où elle ne se soucie pas de sa réception. Elle l'est. Elle parle trop fort. Elle ne s'arrime pas là où il faut. Elle se contrefout des règles.
Elle s'invente au fur et à mesure qu'elle raconte. Elle rappe, elle écorche. Sa poésie naît du trouble, du mélange, du choc. Elle met en lumière les dysfonctionnements sociétaux d'une langue normée, autoritaire, institutionnelle. Elle est le diable, elle est incorrecte. Elle n'est pas là pour plaire aux hommes, à la bonne société, aux bien éduqués, aux lettres françaises, à la rentrée littéraire. Elle est libre de ce à quoi elle ne correspond pas. Elle a fui le vieux monde. Elle habite vos ruines. Elle est fragile, discontinue. Elle vit dans des appartements mal chauffés. Elle n'a pas peur d'être dramatique, drama queen, lyrique dans ses larmes, élégiaque à l'amour, saphique, mielleuse, ouvertement érotique, pornographique et gênante. Merci beaucoup. Beau projet en tout cas. Hein. Non mais il y a des gens qui devraient peut-être s'en inspirer. Je pense de Brut en Blanc, je sais pas, Arnaud Desplechin ou il y a quel homme qui écrit? I don't know. Et Dirty Dancing. Pourquoi Dirty Dancing? C'est le film préféré de ma mère ou de sa meilleure copine, je m'en souviens plus, mais en tous les cas, je l'ai vu au moins 25 fois quand j'étais enfant. Un des premiers films avec un avortement. Hein. Et tout à fait. Et il y a aussi, moi j'aimais bien cette trame en fait vu que je suis obsédée par la lutte des classes. J'aimais bien cette trame d'histoire amoureuse entre Johnny et Bébé, où Bébé vient d'une famille de Bourges et où Johnny c'est vraiment genre le prol hyper sexe. Et j'avais envie de venir fouiller ce truc. Puis la culture pop. Bah oui, on adore la culture pop. Ouais, on adore. Et donc tu travailles aussi beaucoup avec une typographie inclusive. Donc tu travailles avec le collectif Bye Bye Bannery. Et dans Fatal, tu vas même plus loin parce qu'il y a beaucoup de mots qui se font manger par des emojis. Au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'emojis. Parfois, le texte ne parle pas. C'est les images qui parlent, c'est les logos. Et tu disais comme ça que quand on prenait la kétamine, il y avait un truc de déparler. Et il y a vraiment un truc d'épuisement de la langue, de vider le langage, quoi. Et en même temps, tu écris quand même. Donc, qu'est-ce que tu cherches dans cette écriture-là ? Il y a plein de choses auxquelles j'ai envie de te répondre. Attends, il y a déjà c'est vrai que je travaille beaucoup avec les typos accessibles gratuitement de Bye Bye Binary. Et ça, c'est quand même magnifique. C'est-à-dire que franchement, pour moi, c'est un travail collectif aussi pour détruire la langue dans sa forme actuelle, la langue française en tous les cas. Et il y a vraiment une possibilité de pousser loin le vice. Et du coup, moi, j'avais entamé déjà une féminisation ou une démasculinisation de la langue française. Et du coup, avec cet outil-là, je me suis engouffrée dans un truc. Enfin voilà, la dernière fois, je les ai vus, j'étais là, oh, c'est un délire. Enfin, genre, ça va trop loin. Mais du coup, il y a ça c'est vraiment génial. Et même par exemple pour Fiévreuse, elles avaient vraiment fait des glyphes spéciaux. Enfin, c'est-à-dire que c'est aussi comme ça qu'elles avancent, parce qu'il n'y a pas forcément de thunes, mais c'est pour des projets comme ça, ponctuellement, en fait, qu'elles peuvent avancer. Juste une question, on est d'accord, les emojis, ce n'est pas un hommage au livre de Frédéric Becbédé, Emoji qui pleure et qui sourit. Putain, j'avais pas connaissance de cet ouvrage. En fait, le titre, c'est l'emoji, ça n'a pas de rapport. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas frère de lui. Mais si jamais, c'est pas moi qui l'ai copié, mais lui sûrement. Mais c'est très probable, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Et plagiat. Et oui, et pour enfin oui, j'avais. En fait, ce livre, il est né après plus d'une année à ne plus réussir à écrire. C'est-à-dire qu'après Fiévreuse, il est sorti il y a 3 ans. Et après ça, j'ai eu un espèce de moment de dépression. Pas forcément dû au livre, mais dû aussi, je sais pas, sûrement aussi au monde qui nous entoure. Il y avait un truc où j'avais la sensation que la langue ne pouvait plus nous exprimer ou m'exprimer. Et je parle en tant que, par exemple, que Gwyn, je parle en tant que prol. En fait, à un moment donné, il y a vraiment ce truc où tous les mots que je voulais utiliser, j'avais l'impression qu'ils me dépossédaient de moi ou de l'histoire, et que c'était du marketing, je sais pas, ça m'a angoissée. Et voilà, et ce que je voyais aussi, c'est à quel point l'affect peut remplacer, intervient dans le langage. Et je parle aussi, par exemple, d'une langue peut-être thérapeutique, des fois qu'on utilise entre nous, ou du fait de s'auto-analyser en permanence, ou le fait que ce soit vraiment qu'on se fasse des analyses comme ça et qu'on soit tout le temps en train d'analyser l'amour, les affects, et du coup il y avait une sorte de perte de sens
totale. Et du coup, quand je pensais à la langue de Fatal, et que je me disais, mais alors, qu'est-ce qui pourrait... Enfin voilà, l'idée c'était, parce que c'est une épopée, c'est une histoire de... Donc c'est l'histoire de Fatal, hein, qui est l'héroïne, et qui est accompagnée de Sarat, Arthur Rimbaud, qui est toujours Gwyn aussi. Et du coup, elles partent comme ça à la recherche du sens du langage. Et voilà, c'est un peu... donc c'est cette histoire, en fait, où est-ce qu'on retrouve du sens. Et du coup, et les emojis, c'était en fait, je me disais... Qu'est-ce qui tient en fait ? C'est par exemple, c'est les ados en fait. Les ados, ils sont en colère et ils sont dans un flux comme ça de drame et de dep dans une rage qui les tient. Enfin, si je me souviens bien de ce qui m'habitait à ce moment-là. Et voilà. Et après, du coup, je me suis dit, la langue de Fatal, c'est une langue adolescente. Et après, les emojis, j'avais vraiment la vision en fait d'une langue trouée par les emojis ou qui vient se faire bouffer par les images. Ouais, voilà. Et du coup, pour rebondir là-dessus, on s'était demandé quel était ton emoji préféré à toi. J'adore l'emoji qui pleure des grosses larmes entre elles. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'emoji bisous. Ah ouais. Moi aussi, je le mets à toutes les sauces. Je trouvais un peu bitchy, mais qui peut être très chaleureux. Passif-agressive. Ouais. Il y en a d'ailleurs dans la salle. Ça fait aussi à ça les émojis en fait. Des passifs-agressifs. Faut pas se leurrer quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a grave un truc de la passive-agressivité autour des emojis. Bien sûr, tu peux dire tout ce que tu veux et après le ponctuer d'un emoji. Ouais. Par exemple, conseil numéro 1. Ouais. Ok, merci. Mais là, je pense qu'on peut peut-être revenir à l'origine de l'écriture, non pas forcément à la table de Rosette et tout ça, mais toi, est-ce que tu as commencé via le monde des zines, c'est ça ? Ouais, mais moi je me serais jamais vue écrire en plus. Enfin, moi j'ai fait les Beaux-Arts et je suis rentrée aux Beaux-Arts qu'avec de l'image et de la peinture et des dessins. Et c'est vrai que j'étais beaucoup dans... Enfin, l'endroit que je fréquentais le plus aux Beaux-Arts, parce que j'étais mal à l'aise quand même dans tous les autres, c'était le pôle édition. Et j'aimais trop en fait les gens qui bossaient là-bas en fait je faisais des facsimilés de mes carnets et moi je faisais des carnets de dessin, genre j'en remplissais mais un truc de dingue. C'est vraiment des dessins à la punk très directs et enfin bref, et très colorés, très sexuels. Et étonnant. Voilà, mais on change pas. Et oui, et à un moment donné en fait parce que je viens pas d'une famille où on lit des livres, je viens pas d'une famille intellectuelle ou enfin voilà, après j'ai une famille d'extrême gauche et ça j'ai beaucoup de chance. C'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Et mais du coup voilà, moi je me suis pas jamais projetée là-dedans. Et à un moment donné j'étais inscrite à ce cours d'art poétique, ça s'appelle art poétique. Et l'idée c'était de partager ces textes. Donc à un moment donné j'ai sorti mes textes de mes carnets de dessin. Et je les ai intitulés poème numéro 1, poème numéro 2. C'était un peu de la provoque, et ça a fait rire Jean-Marie Glaise, qui est la personne qui a initié qui est poète français et qui a initié cette revue qui s'appelle Gnoc, qui est une revue d'avant-garde poétique. Et voilà, moi je savais même pas que la poésie ça existait ou que les gens continuaient à faire de la poésie. J'avais aucune idée de tout ça. Alors je vous dis ça, on était en 2008. Hein. Et du coup il m'a dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas être publié dans Gnoc. Et j'étais là, c'est quoi Gnoc ? Et voilà. Et là j'ai ouvert une porte, où on l'a ouvert pour moi, et voilà. Et à un moment donné, du coup j'ai pris au sérieux ce truc et je me suis rendu compte que j'arrivais à être plus radicale et plus impactante avec le langage qu'avec les images. Plus expérimental aussi, enfin bref. Et ça t'a permis quoi justement de faire du fanzine ? Le fanzine, c'était le truc évident. Déjà, je prolongeais une pratique de micro-édition parce que je faisais déjà des carnets de dessin, tout ça. Et il y avait... en fait, j'ai commencé à faire des fanzines pour en offrir, pour faire des cadeaux. Enfin, je faisais des petits trucs et tout. Oui, il y a vraiment une dimension collective là-dedans, tout ça. Après, c'est vraiment venu... au début, je fais des fanzines. Après, ça m'a permis aussi pour se resituer aussi, c'est plus d'un milieu politique ou genre alternatif. Donc, à l'époque, j'étais aux Beaux-Arts de Lyon. À Lyon, il y avait le Grand Zéro, donc GZ, qui est toujours un lieu autogéré incroyable.
Et donc, il y avait des salons de zines. C'est aussi le milieu des brochures. Enfin, voilà, en fait, tu vois très bien que c'est assez simple et que ça n'a pas besoin d'être hyper beau. Mais juste, en fait, c'est tellement facile d'imprimer. Et voilà. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, j'ai fait des salons de zines. D'ailleurs, à l'époque, c'était plus des salons de zines graphiques. Et du coup, quand les gens venaient vers ma table, parce que je faisais toujours un dessin pour la couve, mais à l'intérieur, c'était que du texte. Et ils étaient un peu blasés, les gens. Mais Oui, il y a une pression dans le zine de faire vraiment quelque chose de très léché graphiquement. C'est-à-dire que c'est au Parias, c'est vraiment que des objets graphiques. On est ailleurs là. Parce que déjà, Parias vous faire, on a une histoire avec Marguerin. Donc Marguerin qui est mon acolyte. Oui, une anecdote. Adoré. Marguerin, on se connaît depuis qu'on a 18 et 19 ans. On s'est rencontrés au Beaux-Arts de Saint-Étienne. Et donc c'est mon meilleur ami. C'est un PD, ouais. Il le dit lui-même, donc on l'a out pas, hein, bien sûr. Et on a monté les éditions Douteuses ensemble, qui est une maison de fanzine. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on nous avait proposé de participer à la Paris Book Fair il y a déjà genre je sais pas, 2012, un truc comme ça. Et ça fait déjà un moment que ça existe. Et les tables sont hyper chères. C'est-à-dire que nous, en fait, on vend des fanzines vraiment, mais genre tellement pas cher. Genre, c'est 5 balles, on finit toujours par les donner en plus. Et là-bas, la table, c'est juste une aberration. C'est genre tellement hors de prix. Et c'est là que tu sais... En fait, on avait répondu à ce mail... pour nous, la définition d'un fanzine, c'est justement un projectile ou quelque chose qui circule, pas quelque chose c'est pas un livre d'art, par exemple. C'est juste, sans vouloir être tatillon, mais genre, il faut appeler les choses et genre, pour moi, un fanzine, c'est un petit truc comme ça que tu passes, qui circule, et c'est pas un truc à 50 €, c'est plus un fanzine. Au demeurant, je tiens à préciser que vous pourrez me retrouver samedi à 15h pour performer à la Paris As Book Fair au Ballet de Tokyo. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses. Et ce n'est pas du tout une blague. Oh, waouh! Ouais. Oui, vous verrez, je joue ma version de Rachida Dati. Ouais. Ouh. Ah non, je vais louper ça. Tu peux venir, hein? Je sais, mais j'ai un autre truc en même temps. Ah ouais, t'as quoi? Ouais, ça s'appelle PLS, c'est un salon organisé de poésie organisé à La Parole Errante par Michel Firck. Oui, c'est un peu différent. Ouais. La table est moins chère. Oui, c'est. Ouais. Et donc, tu as aussi fait partie du collectif RERQ, un collectif d'Autrix composé de Rebecca Chaillon, Camille Cornu, Wendy Delorme, Claire Finch, Elodie Petit et Etaine Zver. C'était quoi l'idée de RERQ et qu'est-ce que ça change d'être un collectif d'artistes queer, Gwyn, non-cis, etc. Alors juste, moi là j'étais à Marseille et j'ai dit que je te recevais et on m'a demandé de te poser la question, c'est quand ça revient RERQ, parce qu'apparemment c'était très hot et ma pote a des souvenirs enivrés et humides de cette proposition. Ça fait plaisir. C'est un collectif qu'on a depuis 5 ans, sinon plus, qui est difficile à maintenir dans le sens où on est vraiment tous explosés. Voilà, Berlin, Lyon, Camille, mais qui vient de revenir d'Écosse. Il y a tout un... Voilà. 6, c'est pas facile à tenir. Après, on est toujours en lien, nous sommes toujours amis. Attention, parce que on ne pensait même pas à devenir un collectif quand on s'est réunis pour la première fois sur scène à la station Gare des Mines. Genre, c'était pour un festival qui s'appelle Comme nous brûlons. Et donc, on se connaissait pas tous. C'est à la base, il me semble que c'est Etaine et Star qui ont drivé, les 2 autres de leur côté. Enfin bref, en tous les cas, ce qui nous rassemblait, c'est qu'on écrivait tous autour du cul. Et qu'on était le sexe. Et la sexe même d'ailleurs. Ouais. Et donc on a fait, donc c'était un premier jet. On s'est dit ok, on ramène chacun des bouts de texte et on est 6 et on les lit. Et en fait, déjà, la première expérience très forte que j'ai vécue, c'est de ne pas être seule sur scène, de plus être seule, et d'avoir 5 personnes derrière quand tu es en train de lire. Ça, ça décuple la force, et d'un seul coup, ça change tout le rapport,
enfin, t'es plus seul à être là. Enfin, c'est parce que c'est tellement chelou aussi des fois de prendre la parole comme ça. Je suis pas à l'aise avec ça. Enfin, mais là, c'était, voilà, il y avait ce truc très fort. Après, bref, donc on fait le truc, on voit que ça prend grave. Et pourtant, on lit à 22h, on lit dans un lieu de teuf. Il y avait de la musique et avant et de la musique après. Mais genre, je sais pas, il y avait une attention de dingue. Et il y avait genre une espèce de... Enfin voilà, ça s'est enflammé quoi. Et après on a dit putain, mais en fait je sais pas, on recommence, peut-être on fait un truc. C'était puissant quoi. Et après c'était génial parce qu'on a commencé à faire plusieurs trucs et on se baladait comme un groupe de rock en fait. On faisait de la poésie, mais on se baladait comme un groupe de rock. Et on était 6 comme ça. Enfin quand on pouvait se déplacer autant, mais enfin voilà, ça c'était fou. Et après, fait très intéressant, c'est qu'on a vraiment réfléchi à comment écrire à plusieurs mains. Et ça a été on a dû trouver plein de trucs, mais un des trucs les plus sexy qu'on a fait, même si à chaque fois c'est quand même assez sexy, et les plus fun aussi, c'est la sex party dont vous êtes là, héroïne. Et donc c'est le système des livres dont vous êtes le héros. Qu'on lit quand on est ado là, mais du coup ça permettait d'écrire à chaque fois des parties différentes et c'était Rebecca qui était genre notre Mike d'honneur et qui choisissait tout. Donc c'était l'histoire de voilà, je sais plus comment elle s'appelle, qui part à la sex party et mais elle reçoit un texto de sa mère, elle avait oublié que c'était son anniversaire ce soir. Petit A. Elle décide de s'en foutre et de prendre un taxi hyper sexy. Petit B, mais en fait, elle se souvient qu'il y avait l'occasion de rencontrer la fille de son nouveau beau-père. Oui. Voilà. Petit C, elle décide de se branler d'abord et de voir après ce qu'elle fait. Voilà, enfin bon, en tous les cas, c'était hyper T'as une option préférée ou pas? Putain, je me souviens plus, mais elles sont toutes hyper bien. Ouais, c'est très très bien. En plus, ça va loin. Ouais, là, il y a du content. Voilà. Mais d'ailleurs, donc tu parlais de performance et tout, et c'est vrai que j'ai l'impression que tu as fait partie des personnes qui ont popularisé cette pratique de performance poétique, avec notamment de la musique derrière, etc. Comment ça s'est arrivé, ce truc-là, de faire de la poésie? En plus, tu disais, il y a encore des gens qui font de la poésie, des trucs comme ça, de popiser aussi la poésie en faisant un endroit de performance spectaculaire, donc fameux spectacle. Et est-ce que aussi t'écris en pensant à la perf? Ou est-ce que c'est deux choses que tu sépares? Donc ça vient d'où et est-ce que tu écris en pensant à la perf? Déjà, moi, j'ai rien inventé. Hein. De toute façon, il est évident que quand tu écris, tu es invité à lire tes textes. Moi, au début, j'étais pas hyper sûre de ça parce que des fois, ce que je voyais, je me disais... j'avais l'impression que c'était pas non plus... que les personnes qui lisaient leurs textes, c'était pas toujours les meilleures personnes pour les rendre à l'oral. Parce que des fois, ça peut être très ennuyeux. Et après, il y a un truc aussi de thune, c'est-à-dire que comment aussi tu te fais de la thune, voilà, moi j'essaye de sortir de la précarité, j'arrive toujours pas, je vais perdre mon intermittence, c'est vraiment, en fait, tu crois que tu t'en sors, mais en fait, du coup maintenant je sais que je m'en sortirai plus, j'ai 40 ans, je suis là, bon, allez hop, c'est pas grave, mais bon, tu vois, à un moment donné, comment tu gagnes de la thune, par exemple, avec ce que tu fais, et tu fais ça, en fait, et après, du coup, je visais aussi l'intermittence pour me sortir des trucs d'artiste-auteur que j'ai jamais rien compris, et que je sais pas déclarer, j'ai jamais déclaré, j'ai trop peur, mais personne n'a jamais compris. Et voilà. Artiste-auteur, personne n'a compris ce statut. Putain, j'espère que. Il n'y a pas un truc dans la Creuse. Maintenant que ça se syndique, ça va trouver une voie, quoi. Il n'y a pas un truc dans la Creuse pour les artistes? Mais c'est l'URSSAF. Oui, l'URSSAF, c'est là-bas, c'est ça? C'est dans la Creuse? Exact. Ouais. Tu y es allé? Non. Mais il faudrait peut-être y aller. J'ai rien à voir avec l'URSSAF, moi. Je suis intermittent. Ah, c'est différent. Ouais. Ok. Justement, c'est pour trouver un autre moyen. Mais bon, donc du coup, je pense que ça m'a poussé aussi à faire ça. Après, il y a un autre truc qui est cool, c'est que quand tu lis tes textes et que tu commences à faire avec parce que je suis beaucoup dans le milieu de la musique ou entourée de gens qui font du son, il y a vraiment la possibilité d'inscrire tes textes ailleurs. Même auprès de gens qui lisent pas de livres, ou aussi moi de me sortir d'endroits littéraires qui me gavent des fois, dans lesquels je me retrouve pas, d'endroits intellectuels. C'est vraiment, voilà, quand tu peux, voilà, le duo qu'on a avec Meryl qui fait de la noise, et quand on joue à minuit, à la station, c'est génial de pouvoir
enfin voilà, faire de la poésie ailleurs. Et ça, c'est aussi, il y a un truc qui s'est développé, c'est Arnaud Hidlon qui l'a lancé, Samuel Belfond. Enfin, ils sont plusieurs, qui s'appelle Stormfrey Festival. Et je trouve que ça allait loin quand même dans l'expérimentation de la fête et voilà, et de la poésie dans les clubs. Et alors c'est vrai que la dernière fois avec mon gang, là, avec Mona Cerveau et Swan Bitume, on a performé à 2h du mat et les gens étaient vraiment défoncés. mais c'est pas grave parce que c'est le risque, c'était fun. Ouais. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de musique et de drogue, on a un petit jeu. On a un petit jeu parce qu'on aime jouer, on est joueuse. Alors, ça s'intitule K-pop ou kétamine. Voilà. Alors, on va te donner des situations et il faudra que tu nous dises si tu préfères qu'elles soient immortalisées par une chanson de K-pop, donc la pop coréenne, ou bien si tu voudrais la vivre sous kétamine. Voilà. Bon, voilà. C'est deux situations très différentes. Très différentes. C'est coquin quand même. Ah, c'est coquin. Bon, c'est coquin, mais bon, je préfère ça peut-être à action, vérité. Enfin, on verra après. Ah. Oui. En plus, est-ce qu'il y a vraiment une vérité? Nous ne savons pas. Bref, K-pop ou kétamine, être bloqué dans un train entre Nice et Carpentras. K-pop. Oh, intéressant. The train. K-pop ou kétamine, aller à France Travail. Les deux, c'est possible. Ah bah oui, on peut. C'est vraiment parce que c'est toi. Hein. K-pop ou kétamine, aller au mariage de tes voisins. Kétamine. Ouais, on est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Bon courage pour les voisins. K-pop ou kétamine, faire une lecture avec Fabrice Lucchini au marché de la poésie. K-pop peut-être. Oh. Ouais, il faut prendre des risques. Je pense que sa voix, son personnage, puis il serait bien de dérider tout ça. De Derrida, tout ça. De Derrida, tout ça. Oui, et puis un cachet est un cachet. Hein, donc, ça, exactement. Exactement. J'aurais plus de chance d'avoir un cachet en K-pop qu'en kétamine. Mais ça serait super. Malheureusement. Les deux, hein. K-pop ou kétamine, l'arrivée de la gauche au pouvoir. Kétamine. Oh. Oui, parce que ça détend et on a peur d'être déçu. Et, ça permet de dézoomer. Prendre du recul. Et le cheval, c'est trop génial. K-pop ou kétamine, performer de la poésie Gwyn. Mais kétamine aussi. Oui, mais est-ce que la K-pop mériterait pas d'en avoir aussi? Si, c'est possible. Je crois qu'elles n'ont pas le droit d'être lesbiennes, les pauvres. Ah, putain. Non, mais c'est vrai, je crois qu'elles n'ont pas le droit. Les petites chéries. Mais je pense qu'il y en a qui le sont forcément. Enfin, des groupes de femmes comme ça. On ne peut pas empêcher enfermés dans des cages. L'homosexualité, ouais. Et survitaminé, doit faire. Il y aurait une nouvelle érotique à écrire là-dessus sur. En fait, je crois que ça s'appelle la fanfiction, en fait, ce que je décris, et que ça existe déjà. Voilà. Je te laisse le soin de l'écrire. On fera une pour la prochaine mission. K-pop ou kétamine, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Alors là, il faut garder ses esprits. K-pop peut-être. Ouais. Ou juste le cas. Ou juste le cas, ouais. Le cas. Ouais. Le cas. C'est un cas. Kétapulte. Ouais. Kétapulte. K-pop ou kétamine, être invité dans Le Masque et la Plume dans le cul. Ah, kétamine. Oh, venant de toi, c'est vraiment un compliment. Nous n'en avons pas. Mais nous aurons des surprises telles que ce petit serre-tête. Voilà. On a un serre-tête lumineux. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'est pour préparer le K-Hall. Je vais le mettre à la fin. Je vais mettre K-Hall. Voilà, le K-Hall, pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est quand on prend trop de kétamine et qu'on est dans cette phase entre la vie et la mort qui peut s'apparenter au purgatoire. Voilà, c'est assez dangereux et encore une fois, restons safe. Et c'est un trou noir, non? Ça me fait penser à cette maison d'édition. Ça fait penser à la maison d'édition. Oh là là, mais gorge, tu me fais mes transitions. Le trou noir, pour moi, c'était un anus. Quoi? C'était pas ça, je t'assure, tu me fais une petite transition, je bouge. Ouais, c'est vrai, c'est l'anus. Il n'y a pas une petite transition. Non, mais je pense qu'il y a effectivement un sous-entendu entre trou noir et anus.
Oui. Je pense avoir, voilà. Mais d'ailleurs, Sans donc, vouloir parler. voilà, tu as changé d'éditeur. Alors moi, je suis un peu sous pression parce qu'il y a l'éditeur de Gorge en face de moi et ça me fait peur. Tu as changé d'éditeur et tu es aujourd'hui la première publication des éditions de Trou Noir, de la revue de dissidence sexuelle Trou Noir en ligne. Pourquoi c'était important pour toi d'être publié là-bas et qu'est-ce que ça change alors que sûrement tu aurais pu prétendre à une maison d'édition peut-être plus installée Ouais, un meilleur truc, quoi. un meilleur truc. Alors Gallimard, déjà, Peut-être pas, mais je me dis que alors voilà. déjà, je suis pas sûre. Ok. Je suis pas sûre que j'ai accès à des maisons plus installées. Après, bon, moi, à chaque fois que j'ai publié quelque part, ça vient d'une histoire d'amitié et de camaraderie. Et voilà. Et La il vie, s'avère c'est avant que- tout des rencontres. Putain, merci pour cette phrase. Ouais, c'est vrai, c'est deep, mais c'est la vérité. Et oui, et Trou Noir, ce sont des camarades. On se suit. On a des volontés politiques communes. On est proches, yeah. Entre autres. Mais voilà, en fait, il était évident que quand Mickaël et Quentin m'ont parlé de ça, j'ai pas hésité une seule seconde et je trouvais ça trop beau de faire ça. Et c'est très flatteur quand même quand on propose d'ouvrir une maison d'édition avec son livre. Enfin, c'est beau, c'est un beau geste. Ouais. Et Voilà. c'est totalement cohérent, effectivement. Cohérent. Tu as totalement ta place. Et d'ailleurs, dans Fatal, tu parles aussi de la communauté queer, de la cancel culture, de la performance, de la précarité, qui est quelque chose qui habite en fait dans la queerness, qui habite tous tes écrits dès les anthologies d'auteuses de la queerness comme une performance de la précarité. C'est quoi ton rapport un peu justement au mot queer, aux identités queer, et comment tu investis ça dans ton travail? Pour ou contre, en gros. Kétamine. Il y a... de toute façon, bon, quand même, c'est plein d'autodérision, ce que je fais. Et bon, vu que je suis dans ces milieux-là, en fait, je ne peux que... des fois, prendre du recul et me... Enfin, je sais pas, je parle de ce que je connais aussi. Et après, du coup, dans Fatal, il y a vraiment on est dans cette ère-là, cette époque où j'ai l'impression qu'on s'est fait niquer c'est tout, quoi. Et des fois, ça me fait flipper parce que justement, dans ce truc de performance, de prise de parole, je trouve que ces derniers temps, il y a beaucoup de facilité aussi ou je trouve que la plupart du temps, souvent dans des trucs institutionnels aussi, je trouve que les cours, ils sont toujours là où on les attend. Et ça me fait vriller parce que si t'es là où on t'attend, ça veut dire que t'as joué le jeu d'un truc hétérosexuel ou que tu n'effraies plus les hétérosexuels et que juste t'es là pour servir de la soupe, quoi, ou pour servir de gage. Enfin voilà, je trouve que ça c'est pas assez remis en question, par exemple. Et ton identité est ta prison. Ça fait baiser. Oui, Et tu il faut seras rester pas en éveil. invité, tu seras pas guest judge dans Drag Race. Je regarde pas, putain. It's okay. Bien sûr. Non, mais Ça c'est va pas grave. Hein. It's okay. C'est It's de okay. l'invoquer. Hein. T'as déjà mis une perruque dans ta vie? Est-ce que j'ai déjà mis une perruque? Oui, sûrement, bien sûr. Oui, ça va. Ouais, surtout une moustache. J'ai bah, arrêté de Encore la mieux, porter. encore mais- mieux. Il n'y a pas de petite perruque, hein, c'est pas la taille qui compte. Hein. Ah ouais, très bien. Moi, ça, je l'ai porté 3 ans et à un moment donné, on m'a dit tu sais, c'est pas obligé de la sortir à toutes les soirées. C'est la personne qui a Mon trouvé personnage son s'appelait gimmick. Dario. Mon personnage s'appelait Dario et Marguerite m'a dit t'as trouvé ton PD intérieur et j'avais trouvé ça trop bien, PD intérieur. Et du Ouais. coup, je le réinvoquais. Ok. Il J'arrête. parlait normalement ou il avait un accent latino-américain? Je suis pas allée jusque-là. Est-ce que Dario refera son apparition? Sûrement, ouais. Ouh, Sommeil. on a hâte. Au souffleux, j'espère qu'il arrivera un Bien jour. sûr. Ou d'autres. Et d'ailleurs, justement, c'est intéressant parce que dans Fatal, le livre est traversé par ces questionnements entre le positionnement de l'artiste et les institutions de l'art. Comment, en fait, quand on est queer, on est tiré entre, aussi, tu le dis très bien, la nécessité d'avoir une stabilité financière qui peuvent être notamment données par les institutions de l'art et l'idée de rester ancré dans son engagement politique, artistique, etc. Et toi, j'ai l'impression que tu as vécu comme ça des passages entre l'underground et le mainstream. Comment tu le vis? Comment ça se passe? Et comment tu te sens, en fait, quand tu es comme ça dans un endroit institutionnel?
Déjà, je dirais pas que j'ai quitté, par exemple, l'underground. Enfin, je suis encore complètement dedans. Et des fois, j'ai l'impression d'avoir de la chance que mon travail puisse circuler comme ça, je sais pas, d'une cave, genre à une institution d'art contemporain, genre un bar autogéré féministe, Gwyn. Enfin voilà. Mais voilà, après, ce dont je parle, c'est un truc qui est un peu flippant. Mais qu'est-ce que tu donnes aux institutions quand tu performes? Enfin bon, et moi, j'ai fait tellement de jobs, mais j'ai fait beaucoup de jobs. J'ai commencé à 15 ans à travailler. J'ai été femme de ménage, j'ai bossé dans des campings, j'ai vendu des valises. Ouais. Ah. Non, mais on va pas parler de valises, là, en fait. Est-ce qu'il y avait la valise de J'ai bossé Babouche dans ou des pas bars, bon bref, blablabla. Et oui, et du coup, à un moment donné, c'est vrai que t'as une envie. En fait, c'est fou parce que ça te dépasse toi-même, mais à un moment donné, t'es là, en fait, putain, je bosse, il manque du temps pour bosser, voilà, mon taf préféré était quand j'étais libraire au mot à la bouche. Voilà, ça c'était vraiment trop cool mais en même temps, ça me niquait tous mes week-ends parce que je bossais tous les week-ends. Du coup, tout ce qu'on a commencé avec RERQ, je pouvais pas y aller. Enfin bref, voilà. Et à un moment donné, j'ai eu envie de faire plus que ça ou plus ça. Et voilà. Et après, ça se mord la queue et tu deviens tu dois produire des trucs pour avoir des trucs à vendre. Et ce que tu vends, c'est ce que tu écris. Et après, c'est la panique. Et du coup, je parle du fait de devenir circassienne. J'avais inventé ce mot parce que des fois, je me sens vraiment une espèce de troubadour. Parce qu'en plus, quand tu fais de la poésie et pour être intermittente, moi, je me déplace vraiment pour des cachets, mais minuscules. Et des fois, je me déplace dans des endroits. J'aime bien prendre le train, mais des fois, je frôle la folie, quoi. Non, mais je peux me reconnaître dans ton témoignage, ayant moi-même cette année été figurant dans le prochain film de Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord. Un cachet est un cachet. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de train, Babouche, qui nous revient de Marseille, a son mot à dire. Oui. Et c'est l'heure, donc, de ton coup de Babouche. Jingle. Oui, allô? Moi bien, salope. La prochaine fois que je t'entends parler de moi, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. 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 Non, mais oui, là va falloir la version single. Hein. C'est un banger, c'est ouais. potentiellement le bob de l'été. Non, cette fois, un petit coup de babouche, hein, parce que je suis toujours dans les affres de ma valise. Et du coup, j'ai essayé de me changer les idées en allant à Marseille. Comme tu le sais, ça marche pas. À Marseille, déjà, on voit que des Parisiens et on voit surtout que des problèmes. Mais j'ai appris une information que je souhaitais vous partager. Pourquoi Marseille, c'est de la merde? Non, mais les Marseillais seront d'accord avec moi. C'est en fait qu'à Marseille, il y a une ville et il y a la métropole. Et en fait, c'est géré par des gens différents qui se détestent. Et du coup, il n'y a pas les transports, il n'y a pas les machins. Et aussi, j'ai appris que à Marseille, les Parisiens vont que au Courjus et à la Plaine. Et en fait, les vrais Marseillais, ils sont ailleurs. J'ai pas encore appris qui ils sont. Mais ça sera peut-être le prochain voyage. Ce petit coup de babouche était surtout l'occasion de mettre en avant la femme qui dirige, qui slay la métropole de Marseille, celle qui a perdu les dernières élections malheureusement pour la mairie, mais qui est également au département, vu que comme Monsieur Bayrou nous l'a dit, le cumul des mandats c'est in. Je vous recommande du coup l'Instagram de Martine Vassal, qui porte bien son nom d'ailleurs vu qu'elle va à la salle et on la voit porter des énormes poids avec la caption aussi motivée au sport qu'au travail. Voilà. Du coup, faut se dire que quand elle soulève ses poids, je sais pas, peut-être qu'elle imagine des mamans arabes à la rue ou des galères comme ça, quoi. Ça motive. On trouve tous la motivation un peu pour le sport. Hein. Merci Babouche pour ce coup de Babouche. Et Gorge, comme dernière question, puisque l'on parle de Marseille et que tu as expérimenté Marseille. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es revenu de Marseille. C'était comment cette expérience à Marseille ? Eh bien, j'ai passé 1 an à Marseille, effectivement. Je suis rentrée il y a 1 an et demi. J'ai fait...
Sur 12 mois, j'ai fait quasiment 4 mois de sobriété. Donc c'est-à-dire que j'étais allée bien loin avant. Perf. Et t'as rencontré Martine Vassal ou pas du tout? Non, C'est dommage. mais j'ai aimé Marseille, j'aime Marseille. Ok. Est-ce que tu y J'aime retournes Paris. souvent? Oui, T'as pas de préférence entre Marseille et Paris? je suis à Paris, mon cœur est à Paris. Ok. Et dans la Contre cave un des souffleuses. cachet, contre un cachet, ton cœur peut être à Marseille. Bien sûr, d'ailleurs j'y vais 2 fois là, ce mois-ci. Bien Mais ton sûr. cœur est évidemment dans la cave des souffleuses. Et c'est comme ça que nous terminons l'épisode du Masque et la Plume dans le cul. Un énorme merci, à Gorge Merci. Bataille. Dont les œuvres sont dans toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies. Qu'il Merci. faut soutenir en ce moment vu que les librairies LGBT Eh sont oui. attaquées. Voilà. Et ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, merci beaucoup à Gorge d'être avec nous. C'était un plaisir de t'avoir. Merci ça m'étonne pas que tu étais un bon client pour la plume dans le cul. Donc, vous retrouvez le livre Fatal aux éditions Trou Noir dans toutes les bonnes librairies. Et l'actualité de Gorge sur son Instagram, évidemment. Merci à l'équipe des souffleuses de nous Instagram qui est accueillir. bien sûr. France baise. France baise. Avant France travaille. Hein. Ah bah oui. Bien On donne avant, l'habitude, bien ils ont avant. tout Tout copié. Hein. Non mais ça c'est. Tout le monde me copie. S'ils peuvent voler, ils volent. Merci à Quentin Bidot pour le visuel et Mathilde Mazard pour les photos. Merci à Ous pour la régie. Et Ous, vraiment, on veut le single, s'il te plaît. Là, c'est Ouais, on c'est attend vite les la saison singles. du Summer Body. Hein. C'est une nécessité. Merci à Babouchka Babouche d'être à nos côtés ce soir. Merci, je redeviendrai peut-être une femme la prochaine fois, mais j'hésite encore. Et n'hésitez pas à nous écrire, à nous suivre sur notre Instagram, Le Masque et la Plume DLQ. On vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, le lundi 2 juin, même heure, même endroit, dans le cadre du festival de films de fesses, où nous recevrons celle qui a réalisé le teaser du festival, la réalisatrice Laurence Sagodins. Passez une bonne soirée, on va boire des coups. Et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul. Bonne soirée! Et si jamais vous retrouvez la valise, hein, vous me dites.